On gagne sur les plus faibles. Si quelqu'un qui a un gros, qui a les compétences, qui a un gros patrimoine, il va nous dire non. Oui. Dans le métier de marchand, il y a plein de parties qui sont quand même peu valorisées, hein, ne serait-ce que la comptabilité, par exemple. Ouais. Avec plusieurs sociétés, plusieurs comptes, il va quand même avoir un vrai travail et qui finalement qui est invisible. Les projets qu'on souhaite mener au travers de Valétique, c'est une niche dans le marché immobilier. Tous les projets s'y adaptent pas, tous les vendeurs ne s'adaptent pas à ce qu'on propose. Salut Fabien, salut Xavier. Salut Julien. Salut Julien. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce studio en centre-ville de Toulouse. Vous qui aimez les belles pierres, a priori, et l'immobilier. On va s'en parler aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. J'aimerais que vous vous présentiez rapidement, et notamment sur votre appétence à l'immobilier, et ce qui vous amène ici justement aussi. Et après, on rentrera dans le détail, évidemment, et on discutera de tout ça. Qui veut commencer ? Xavier, vas-y. Bah écoute, moi j'ai découvert l'immobilier un peu sur le tard en 2019. C'est Fabien qui m'en avait parlé, le premier, avec des investissements qu'il avait initiés à titre perso. Et donc j'avais testé l'immobilier avec mon frère, on avait fait un achat là, dans le Lot-et-Garonne sur un immeuble. Et j'aimais le côté entrepreneuriat associé à l'immobilier, le côté projet qui permettait de construire quelque chose à titre personnel. Et on cherchait avec Fabien, parce qu'on partageait cette envie de faire une association. Et on ne savait pas trop par quelle boule commencer. Et on s'est dit que le locatif, il y a vite des barrières avec les taux d'endettement. Et donc, on a décidé de s'initier à l'immobilier ensemble sur des activités de marchand de biens. Okay. Et donc, on a lancé la démarche dans les 2021, de mémoire, fin 2021, début 2022. Ok. Et après, on a développé notre projet d'entrepreneurial autour des activités de marchand de biens et qu'on est en train de diversifier vers de l'accompagnement aux particuliers sur des projets un peu complexes. On va s'en parler, ça m'intéresse effectivement de connaître le fonctionnement. Je trouve l'idée assez intéressante en matière d'accompagnement. Nous aussi, c'est notre métier d'accompagner les gens pour faire plus facilement ou mieux faire. Et c'est un peu le même état d'esprit, j'ai l'impression, mais dans un autre, finalement, volet. Et Fabien, en quelques secondes. Oui, moi j'ai découvert l'immobilier un peu plus tôt, mais ça restait quand même tard, puisque c'était dans les 2016-2017. Hein, en fait, j'avais déjà été locataire à Toulouse, donc j'avais vu que c'était quand même un marché qui était porté par les propriétaires, et que c'était plus facile d'être propriétaire que locataire, mais c'est sûr que je ne suis pas dans une famille où des gens ont investi l'investissement locatif. Donc par contre, petit à petit, en me renseignant, c'est pareil, je me suis dit, c'est quand même, avec le levier bancaire, tout ce qu'on connaît, je me suis dit, il faut absolument essayer d'en faire un. Donc j'en ai acheté un, puis deux, et après j'en ai acheté un que j'ai divisé, donc ça en a fait deux de plus. Et là, c'est pareil, donc en continuant à parler avec Xavier, en rencontrant Xavier, en échangeant avec lui, on s'est dit qu'on voulait faire des choses ensemble. Et c'est vrai que, comme il dit Xavier, il y a la barrière des taux d'endettement pour investir à deux, qui peut être après levé avec d'autres manières. Hein. Mais il y avait aussi le fait qu'on n'avait rien fait ensemble et que l'investissement locatif, c'est quelque chose de très long. Donc c'est sûr que si c'est pour faire quelque chose et qu'au bout de 2 ans, on va avoir envie de l'arrêter, ça ne sert à rien. Donc on s'est dit, et donc le côté marchand était pour ça très adapté, puisque c'est quand même sur du court terme. C'est des opérations qui prennent 1 an. Maximum dans les 1 an en moyenne. Donc ça permettait de se projeter, d'en clôturer une, d'en refaire une autre si ça nous plaisait, d'en faire 2. Et donc on a décidé de se former et après de se lancer ensemble. Et comme on est assez complémentaires dans notre approche, dans nos capacités, dans notre mindset aussi, ça a vite bien collé. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de éviter une association qui durerait trop longtemps sans savoir si les objectifs seront alignés sur cette durée. C'est vrai que c'est intéressant comme point parce que souvent beaucoup se disent allez, on va monter des SCI ensemble, on va acheter de l'immobilier ensemble parce que souvent d'ailleurs pas par envie forcément mais par blocage en termes d'endettement de l'une ou l'autre des personnes. Exactement. Et en fait effectivement ça peut vite voler en éclats assez rapidement si les objectifs sont pas alignés ou si les modes de vie sont totalement différents aussi et les besoins aussi. Donc ça c'est vrai, alors que sur des opérations de type marchand, on peut se dire bon, c'est la dernière, on arrête, etc. Nous, c'était un peu la découverte. On est parti vers les activités de marchand de biens, plus par cette notion de temporalité qui est assez courte, finalement. Et c'est quand on a engagé la formation, on a fait la formation de Yoni en présentiel pendant 3 jours. Ça a été la première, on va dire, pierre à notre démarrage sur ces activités de marchand de biens. Et là, on a mieux compris, pris du recul sur la manière de dérouler un projet, la manière de le structurer. Nous, on est tous les deux de profil ingénieur, donc
On aime bien que les carrés rentrent dans leur boîte. Ce qui n'est pas forcément un avantage tout le temps. Ce qui n'est pas forcément un avantage tout le temps, mais dans le cadre de l'immobilier, ça nous aide pas mal au final. Pour la structuration des projets, la coordination. Et c'est vrai que vis-à-vis de ces activités de marchand bien, ça nous a donné une bonne base de départ qu'après on a étayé sur le tas en pratiquant. Mais c'est vrai que ce côté temporalité était intéressant pour tester une association. Et c'était quoi votre premier projet ? Alors, le premier, c'était lequel ? Parce qu'il y en a un qu'on a commencé comme d'habitude, la première opération, on l'a fait on n'avait pas encore créé la société, mais on l'a créé au moment de l'achat. Donc la première, c'était Colomiers. C'était Colomiers. Ouais. Colomiers. C'était Colomiers. En faisant la formation, durant la formation, Fabien avait été sous promesse sur un appartement et pour du locatif qu'il avait prévu de faire. C'était un T4 à Colomiers, proche de l'arrivée du métro. Et durant la formation, en regardant les solutions de division de bâti, il s'est aperçu que la disposition des évacuations de l'appartement, c'était un T4 à la genèse, se prêtait bien à transformer en 2T2. Ok. Et puis surtout, la typologie, c'était un bien dans un troisième étage sans ascenseur, T4 égale famille. Je m'étais dit, bon, j'ai acheté vraiment pas cher, très bien, mais c'est pas top, quoi. Ouais. Et là, le fait de pouvoir le subdiviser, je faisais du T1, du T2, là, on s'ouvrait à des plus jeunes, et en plus, donc on a enlevé le problème de pas d'ascenseur, et on mettait à Colomiers, ces biens-là, il n'y en a pas beaucoup dans ce zone-là. Donc je me suis dit, ça y est, ça c'est ce qu'il faut faire. Donc après, comme dit Xavier, les évacuations passées, une fois que ça passe, après, j'ai lancé. Et après, il y a la démarche copro, exactement, copro, géomètre, voilà, bon, ça c'est bien fait. Et après, on s'est dit, là voilà, notre première opération, on va racheter un, on va faire pareil. Ouais. Donc on a acheté un T4 juste à côté, ok. Un petit peu plus cher, mais quand même un bon prix aussi. Et on a repris mes plans, on les a collés, quoi. Ok, ah ouais. Voilà. Et Bien, comme top. ça, et dans la copro, on a pu, le géomètre a directement déclaré les deux, quoi. Ah, d'accord. Tu vois. Donc Ok. on s'est dit. Ah oui, c'est dans le même immeuble. Ouais. Vraiment Ah le oui, même immeuble, oui, ah ouais, d'accord, copie conforme. Même Exactement. immeuble, copier-coller. Ouais, c'est bien d'avoir On eu avait cette les opportunité Et, là. voilà. Ouais. Et comme ça, là, au début, pour démarrer, c'était top. Ouais, Parce parce que que, surtout les démarches, c'est chiant, les modificatifs de règlement de copro, etc. Exactement. Et Enedis, Et Enedis, ça a été pareil, Ça a voilà, roulé ça a été. Ouais. Bon, ça va jamais avec Enedis, Ouais. ça va jamais comme on veut, Ouais. et aussi vite Mais- qu'on veut en tout cas. Mais oui, à la fin, ça s'est Ça a fait. été, ouais, Mais ouais. ça a été compliqué. Et heureusement qu'on a pu faire les deux en même temps aussi. Eh oui. Parce que ça a permis de solliciter une seule fois, même s'il y avait Ouais. 2 dossiers, mais Ouais. le chargé de projet, parce que ça a été long. Ouais. Ok. Mm. Et ça, fonds propres Financement en fonds Le propres premier financement fonds propres. Ouais. Et en parallèle du premier, assez rapidement, on a trouvé une première opération avec un arpentage sur la Batte-sur-Lèze, où on a vendu 2 maisons séparément par le concours d'un agent immobilier qui nous avait identifié le projet. Celui-là, on est passé par une première banque. Ok. Et après, c'est déroulé, on a réalisé une quinzaine de projets depuis, un peu de toute nature, de la division parcellaire, de la division de bâti, de la division d'appartements en plusieurs lots. Et on est plus orienté sur la division bâti, d'acheter un immeuble en monopropriété, mise en copro. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique assez régulièrement. Après, on s'adapte à des changements de destination, ça dépend des natures de projets. Mais c'est vrai que ces 2 premiers projets ont été le démarrage, et assez rapidement, on a rentré 3-4 qui se sont parallélisés sur la création. Ok. Ça m'intéresse de faire un petit topo sur le financement, justement. Quels sont les partenaires que vous avez eus au départ? Comment vous avez financé vos opérations? Nous, du coup, la première, c'était de l'autofinancement, Oui. tout simplement. Rapidement, la deuxième, on est passé par le crédit mutuel. Ouais. Voilà, moi, c'est ma banque depuis... Pas depuis que le Polymo. Non, exactement, ouais, c'est c'est ça. côté Ok. agence. Ok. Côté agence, agence. Ok. Une Donc, agence c'est locale. Donc c'est locaux, donc ça a des avantages et des inconvénients. Ça a l'avantage d'être souple et agile pour les validations. Ouais. C'est un des inconvénients parce que ils ont l'agilité qu'ils ont sur la prise de décision. Elle est vraie si on rentre dans leurs critères. Ils ont des critères assez restrictifs, un nombre de lots limité, pas de 2 opérations en parallèle. Donc du coup, on a commencé par eux. Ça nous a permis de tester le discours, de passer la barrière de la présentation du dossier en bonne et due forme, voir un peu les points qui les intéressaient. Bon, ça, à la rigueur, c'est des choses qui n'étaient pas très problématiques, mais ça donne un cadrage de démarrage. Et après, on est passé par la caisse d'épargne, le Polymo, Ouais, ok. où on a été... Qui est au Carme, là. Qui est au Carme, ouais, on a été bien accueillis et
On s'est financé 2-3 projets par leur support également. Là, il n'y avait plus de limite, quoi. Ouais. Plus de blocage de nombre d'opérations parallèles, Ouais. plus de blocage sur le nombre de lots, Ouais. qui est difficile à comprendre, mais qu'ils avaient. Et après aussi, surtout, plus de blocage sur le montant Oui. prêté. Parce que D'ailleurs, c'est plus même un minimum. C'est exactement. ça, C'est le 300, blocage, alors, 300, 350, je sais plus, ils avaient mis. Non Ça dépend, ils ont changé les règles au fur et à mesure quand on. C'est ça, c'est chaque Ah ouais. année, ils ajustent. Ok. Mais après, ce que nous a toujours expliqué, c'est avec la cellule pro, c'est si vous avez un bon projet, venez nous Ouais. l'expliquer, quoi. Ouais. Voilà. Alors que la première, l'agence, elle est une délégation sur ça, c'est ça. Oui. Donc ça fait qu'on avait un super projet avec 6 lots et de 5, Hmm. et ben il ne voulait Ça pas. passait pas. Alors ouais. que la marge, passait pas. elle était 10 fois mieux que celle Ah ouais. qu'on avait fait avec eux avant. Et oui. Et elle s'est réalisée. Mais voilà. Là, la- ils vous demandaient combien d'apports sur le crédit mut c'était 20, non 20. Ouais, 20, 20. plus ou moins 20. Pareil, C'était pas, c'est justement vu qu'ils le passent en Mais agence. c'était les c'est moins ouais. chers. C'est moins Par restrictif. contre, les taux, ouais. par contre, Voilà. ils sont pas sur un principe Moins de cher. rebord plus spread. Ils sont sur un taux. Si. Si, Si. aussi. Ah si. Ah ouais, Ouais, d'accord. si, pareil. Parce C'est- qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'agence locale, elle prend en compte l'opération et Ouais. elle la soumet à sa cellule d'investissement. Ah d'accord. Donc on n'est pas en direct avec leur cellule pro, Ok. mais il y a quand même ce filtre. Donc Ok. il faut quand même que l'opération elle tourne, qu'elle réponde à leurs critères, que si jamais on parle avec la cellule pro. Donc il y a quand même ces notions, les 20% d'apport, sécuriser toutes la levée des conditions Ouais. suspensives d'urbanisme. Il y a des b.a.-ba, on va dire, qu'on retrouve dans une opération de marchand de biens, que même l'agence locale se doit de respecter. Ok. C'est juste que c'est plus Juste souple que leur pour taux, la quoi. validation. C'est Ouais. le Euribor plus. ouais. Euribor plus, des fois il est Euribor plus 3, là il est peut-être à plus 1,5. Ouais. Les frais de dossier sont plus bas, les frais d'engagement sont plus bas. Ouais. Donc à la fin, si sur un an et demi de financement, ça fait, Oui, ça tes fait la frais différence. financiers, Ça, ouais, ça c'est fait clair, la c'est différence. C'est C'est pour clair. ça qu'on les a privilégiés sur les petites opérations. Ouais. C'est un peu plus souple. Voilà. Par contre, il y a tous les inconvénients. Caisse d'épargne, là, c'était, du coup, ils nous financent tout. Donc ça, Ouais. c'est bien. Par contre, avec les inconvénients, donc la complexité et puis des taux, quoi. Ouais. C'est un peu plus élevé, des frais qui sont un peu plus élevés. Et après, on est allé à la Caixa pour aussi. Alors ouais, c'est très cher là. Voilà, ça monte encore. Hein, quand même. C'est très cher, Ça ouais. remonte. Mais t'en as pas parlé la dernière fois, voilà, mais là, C'est Ouais. cher, mais la qualité du service et la prise de décision est quand même agréable. Ouais. Ah, Jean-Robert. Ouais. Très, exactement. très efficace. Très efficace. Très réactif. Exactement. Incroyable d'avoir un Incroyable, banquier aussi réactif Ouais, que c'est ça. incroyable. Ouais, franchement. nous, notre banquier, on galère à l'avoir au téléphone sur des sujets importants, où on a besoin d'avoir un retour d'ici 48 heures, elle nous dit pas de souci, elle nous répond pas. Alors que là, on a quelqu'un qui répond Lui, il bosse. dans l'heure, quoi. Lui, il Il bosse est- vraiment. Et puis Ouais. il est câblé, Ouais. câblé sur des opérations Ouais. marchands. Tu sens que le Ouais. discours c'est le même. Ouais. On se comprend et c'est vrai que quelque part c'est agréable aussi d'avoir affaire à des professionnels qui ont son efficacité que d'avoir à justifier des dossiers ou quand ça passe d'autres mains, parce que nos interlocuteurs directs ça se passe toujours Ouais. bien, mais dès que le dossier il se sort de leurs mains, c'est pas les mêmes filtres. À la Ouais. Caixa, on sent qu'il y a quand même plus de capacité à prendre la décision Oui. en agence Puis et, il et le maîtrise son mindset sujet. est bien. Oui, est il bien- maîtrise, il a un Quand fait on du lui parle volume. d'une DP, il sait ce que c'est. Quand on parle Bien sur sûr. division, une copropriété, Ouais, ouais. il connaît la valeur des lots, il connaît les Donc, choses. c'est vrai que C'est ça qui est bien. en comparaison, quand on voit la durée de portage d'un projet de marchand, si on a un peu de précommercialisation, finalement les frais bancaires sont très lourds. Si tu portes pas beaucoup, Théoriquement, oui, si tu portes voilà. pas beaucoup, ça va. Voilà, si tu Ouais. portes pas beaucoup. Après, on sait qu'il faut le Saint Graal pour respecter les critères d'acceptation d'un projet. Donc, il faut bien prendre en compte, c'est quand même ces 2 ans de financement de portage et Oui, son apport. Et sa marge obligatoire. Oui, parce pour qu'ils calibrent financer. l'apport sur 2 ans de frais financiers aussi, quoi, Exactement. sur un C'est total ça, projet. Ouais. c'est ça. pour C'est ça leur- que- c'est leur critère. Ouais. C'est pour ça que nous, dans des projets, dans des analyses de projets, on a toujours ce filtre de comment on valide le projet d'un point de vue bancaire et comment on estime le projet en sortie Ouais. dans une vraie vie où le portage n'est pas sur 2 ans. Enfin, Eh nous, oui. on n'a jamais eu d'opération Non. Ouais. où on portait 2 ans. quoi. Ouais. Et puis par exemple, quand on a fait une division parcellaire dans un petit village à côté, on était passé pour la première fois avec la caisse d'épargne. Donc là, on avait vu, on dit ah ouais, c'est beaucoup plus cher, même les frais de dossier, les frais d'engagement qui sont à payer chaque année, qui sont pas remboursables, qui sont pas en prorata. Ouais. Ceux-là, ils sont payés au début d'année. Ouais, c'est même one si- shot. Ouais. C'est one shot. Ouais. Et ils nous ont et on s'était dit ah, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Finalement, on a vendu le terrain en précom très tôt et la maison par la suite. Et quand on a fait le bilan financier, ça nous a pas coûté grand-chose. Eh oui, oui. Donc C'est le temps de portage qui joue Ouais, vachement. c'est en fait, ça. ouais. c'est ça. Mm. Donc finalement, c'est Au-delà pas- des frais de dossier initiaux, Voilà, quoi. c'est exactement ça. Donc finalement, les frais bancaires, oui, c'est un sujet, oui, il faut les prendre en compte. Mais si la stratégie de commercialisation et le bien, il est bien,
c'est pas un problème. Après, c'est quand même un levier pour pouvoir faire des opérations en parallèle, Oui. à moins d'avoir un gros patrimoine et du cash net disponible tout de suite pour dégainer. Puis même dans tous les cas, c'est dommage, à moins d'en avoir vraiment énormément, mais dans ce cas-là, il y a autre chose à en faire que de le laisser dormir pour attendre une opération. Ouais, ça c'est sûr. C'est quand même dommage de se passer de ça. Et c'est du boulot, c'est sûr que c'est un peu du boulot. Mais après, oui, c'est du taf. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dire, bon, on va financer avec des fonds propres ou avec un autre mode de financement, parce que franchement, des fois, la complétude bancaire pour rentrer justement dans toutes les cases et tout, c'est assez usant quand même. Et il manque toujours un truc, et ci, et ça, et il y a des questions. Ça va, c'est pas qu'avec nous, alors c'est bon. Non, c'est vraiment, c'est usant. Je pense que il y a très peu de marchands structurés avec des équipes, mais à mon avis, pour ceux qui font vraiment beaucoup de volume, il faut une personne qui fait que ça. Qui fait que du dossier, de l'administratif, de financement, etc., qui va défendre les projets. Parce que franchement, c'est usant. Je trouve que c'est une partie du métier, mais qui est finalement celle qui génère le moins de valeur. Parce que c'est pas là où on va créer de la valeur, c'est un outil qu'on va aller chercher pour créer de la valeur. Et c'est celle où on peut avoir du stress sur des délais, du stress sur des papiers. Est-ce qu'on va avoir le go, le no-go? Et puis les conséquences, elles sont tellement importantes. Exactement. Dans le choix de la validation du projet ou dans les délais. Parce que régulièrement, les problèmes des banques sur ces projets-là, c'est que la mise en place est chronophage aussi pour eux en administratif. Et donc ça vient percuter un petit peu les délais de validation de l'offre. Alors nous, on est vigilants là-dessus pour essayer de prendre un peu plus des 3 mois classiques quand c'est nécessaire. Mais sinon, on voit bien que c'est... Mais de toute façon, dans le métier de marchand, il y a plein de parties qui sont quand même peu valorisées. Voilà, parce que la partie, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais il y en a plein d'autres comme ça, des parties, ne serait-ce que la comptabilité, par exemple. Xavier la gère beaucoup. Quand avec plusieurs sociétés, plusieurs comptes, il y a quand même avoir un vrai travail qui finalement qui est invisible, mais qui est très important. La compta, l'urbanisme. Et voilà, l'urbanisme, j'ai parlé de l'urbanisme, moi j'ai géré même un Enedis. Des fois, on hésite à faire un projet quand il y a plus de 4 lots parce qu'on sait que c'est c'est des mini répartiteurs. Et là, ça part sur des mois. Et il y a plein de parties invisibles qui sont complexes. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est bien de le dire parce que ça permet aussi de se rendre compte que le faire tout seul, quand on n'y connaît rien, quand on n'a rien fait, ça peut être aussi compliqué de se lancer comme ça. Autant t'achètes un appart, tu fais un flip, il n'y a pas vraiment de complexité, mais en l'occurrence, la marge est relative aussi à la complexité du projet, donc en général, ça va avec. Et sur tous les projets que vous avez fait, donc tu m'as dit vous avez fait à peu près tous les types de projets, de la division parcellaire, etc. C'est sur quel type de projet que vous avez le plus d'appétence? Aujourd'hui, c'est surtout... À part la division de bâti, tu l'as dit, pardon. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure. C'est lisible. Et est-ce que cette appétence, elle est relative à la simplicité, j'ai envie de dire, temps passé, marge à la sortie? Je dirais pas simplicité, je dirais valeur ajoutée. Et puis, côté financier, si. Après, il y a la réalité que les divisions parcellaires en ce moment, elles n'ont pas le vent en poupe. Parce que les reventes de terrain, c'est compliqué à trouver des acquéreurs. On est dans une période depuis 2 ans où, quand même, sur le marché de l'immobilier, on voit que l'immobilier neuf a quand même pris un coup par le biais des hausses de taux et des coûts des matériaux des DPE. Et c'est vrai que les projets de revente de terrain, c'est plus difficile à trouver, ou du moins de se sécuriser que le terrain va être vendu dans un délai acceptable. Donc, de base, nous, on avait fait des projets de division parcellaire. Aujourd'hui, on continue à en faire, mais on est quand même très vigilant d'avoir un prix de revente du terrain qui soit vraiment attractif pour éviter de le garder en jachère. Il faut être très agressif. Il faut être vraiment agressif sur le prix du terrain. Par la force des choses, quand tu retires, en tant que marchand de biens, les projets, tu retires les terrains, il reste des projets soit de réno, soit de division de bâti. Et nous, pour pouvoir travailler en parallèle sur plusieurs projets, on a plus d'appétence sur les divisions de bâti. Parce que ce qu'on apprécie dans les activités de marchand, c'est aussi tout le maillage de partenaires qu'on peut avoir autour de nous, au niveau des syndics, au niveau des géomètres, au niveau des artisans, au niveau du domaine bancaire, du notaire, et quand on travaille, et des agents immobiliers pour les commercialisations. Donc, quand on est sur des projets comme ça de bâti, on peut tout lancer en parallèle, alors que sur des projets de réno, on est très vite tributaire des artisans et il y a une séquence à respecter. Il faut que ta réno soit terminée
pour que tu vendes le bien au bon prix du marché, parce que sur plan, ça sera moins vendeur que quand le bien il est fini dans un bel environnement, alors que sur une division de bâti, nous on a une logique de plutôt travailler les communs, l'amélioration de la toiture, l'amélioration des communs, les améliorations des façades, les extérieurs, et de vendre les appartements en état, qui sont très souvent orientés soit pour de l'investissement locatif, soit pour de la résidence principale, et les travaux qu'on fait dans les deux cas, assez régulièrement, c'est des rafraîchissements, et les rafraîchissements sont soit pas au goût, soit génèrent pas du déficit qui est dans l'intérêt de l'investisseur. Donc on a plutôt cette approche où on vend en état, on prend l'engagement des travaux, on lance la commercialisation en parallèle, les gens peuvent plus facilement se projeter, et nous on peut plus facilement coordonner tous les prestataires, tous nos partenaires. Puis on vend plus vite. Après, on arrive à mixer. On a fait un projet dans Toulouse où c'était un immeuble avec un T4, un T3. Et là, on a fait les deux. On a fait de la division et de la rénovation. Donc, on a divisé 2 T2 et 2 T2. Donc, 4 T2. Et vous les avez rénovés. Et ceux-là, on les a rénovés. Quand on divise, on aurait pu s'arrêter au plateau. C'est vrai. Nous, c'est ce qu'on fait. Mais c'était une stratégie. Est-ce que c'était la bonne finalement? Bon, je sais pas. C'est vrai que ça aurait été à tester aussi. Et finalement, on les a finis. Et là, il y a une vraie valeur ajoutée. Parce que là, le bien, par rapport à une division parcellaire où finalement, on n'a rien fait. C'est juste du papier. C'est du papier. Là, quand on arrive, l'immeuble, il n'y a plus rien à voir. Il y a 4 T2 neufs. Donc c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée. Puis tu apportes une garantie sur les travaux, tu apportes plein de choses aussi que l'acquéreur n'a pas. Puis on a refait toute la viabilisation de l'immeuble, les coffrets REMBT, on a tout refait. Et c'est vrai que là, il y a une vraie valeur ajoutée. On part sur un immeuble qui. Mais c'est plus long. Exactement. C'est tout le problème. C'est ça qu'il faut arriver à jauger. Plus long, plus de risques aussi sur la partie réno, travaux. Le suivi des travaux, l'énergie que ça demande. Tout à fait. Oui. Et puis il y a les locataires à gérer quand il y en a, comme ce que tu as expliqué aussi. Il faut gérer ceux qui sont là, ceux qui veulent partir, ceux qui ne veulent pas partir. Alors qu'une division de bâti, carrément, c'est quand même plus simple. Mais on trouve qu'il y a une plus grosse valeur ajoutée. Puis comme dit Xavier, si on a resserré aussi. Si demain on peut refaire un peu de division parcellaire, on n'est pas fermé, on a l'expérience, on sait faire. Mais c'est vrai que voilà. Et puis moi je vois aussi l'effet pour dire en général de manière d'internet et d'accessibilité aux informations qui fait que faire une division parcellaire il y a 10 ans c'était plus compliqué que maintenant. Maintenant avec tous les tutos qu'il y a, toutes les vidéos, et même maintenant avec l'IA, on arrive facilement à faire une recherche approfondie à ChatGPT qui va expliquer tout le process pour le faire. Donc tu veux dire quoi, que quelqu'un un particulier serait capable d'acheter et d'avoir la même vision c'est surtout celui qui a ça. Ouais. Si c'est une personne âgée, une succession, là il y a un le vendeur, tu parles du côté vendeur. Je parle du côté vendeur, tu vois. Le vendeur, lui, s'il voit qu'il a son grand terrain, moi j'ai expliqué des gens de mon village. Moi, des gens de mon village qui avaient des grands terrains, je leur ai pas dit je vous l'achète et je vais diviser. Je leur ai expliqué vous savez, c'est simple, renseignez-vous sur ça, et ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, alors que le bâti, c'est encore une autre histoire. Oui, non, c'est clair. C'est ça. Clair, c'est autrement contraignant. C'est ça. Construction sur un terrain, ça. On a étudié des projets, mais pour l'instant, ça nous a pas attiré. Je pense. C'est marrant, moi non plus, ça m'attire pas ça. Les problématiques qu'on disait, délai. Délai, autorisation. C'est ça, assurance, tout ce qui est déo. La fiscalité sur du marchand est quand même très différente. Intégrale, donc déjà, c'est assez rédhibitoire. Oui, parce qu'une TV intégrale, ça fait mal. Et donc, c'est vrai qu'on a étudié pareil des surélévations. On a eu plusieurs projets en main qu'on a apportés à l'étude. Mais à chaque fois, on a eu des freins qui nous ont retenus sur les lancements. Donc, non, on préfère s'orienter sur l'ancien. C'est vrai qu'on a hésité des fois. On a fait plusieurs. Bon, après, on se ferme pas la porte. On a des partenaires maîtres d'œuvre qui c'est pas impossible qu'on en fasse à terme. De toute façon, rien que pour l'expérience, je pense qu'il faudra en faire. Mais par contre, pour l'instant, on l'a pas testé. Ok. Bon. Je vous parlerai d'un terrain qui peut s'y prêter si vous voulez, que j'ai envie de brader. C'est bon. Ça vous intéresse quand je brade? T'as des terrains à brader aussi. Nous, on les a bradés, ils sont partis. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent et je suis prêt à en perdre encore. Mais vraiment, il faut que je m'en débarrasse. J'avais entendu. Si tu parlais dans ton podcast. Donc, ok. Et fort de cette expérience, du coup, vous avez décidé ensemble de monter une offre d'accompagnement pour des gens qui auraient des choses à vendre.
c'est ça? Alors je vous dis ce que j'en ai, Vas-y, comment tu ce que j'ai en tête et après vous allez me dire non, c'est pas ça. Vas-y. Pour des gens qui auraient des choses à vendre et qui voudraient optimiser finalement le gain à la revente plutôt que de vendre brut à un marchand que vous êtes par exemple. Là vous dites ok, nous on va pas te saigner parce que c'est pas le but, mais en tout cas on va acheter pas cher parce qu'on est marchand et qu'on doit gagner notre vie derrière. Là on te propose d'accompagner pour que tu vendes plus cher, mais du coup pas à nous parce que nous ça nous intéresse moins, et qu'on t'accompagne et j'imagine qu'on se partage la marge ou qu'on te facture des honoraires. Ce serait plutôt la deuxième solution. Facture des honoraires. Ok. Mais ça c'était très rapide. Moi je vais vous laisser surtout m'expliquer justement de quoi il s'agit et quels sont ces types d'accompagnement et qu'est-ce que finalement gagne ce vendeur qui passerait par vous, en dehors de plus d'argent. Justement, c'est une bonne transition ce qu'on disait avant sur les personnes que je conseillais, tu vois, quand il y avait besoin de faire quand ils avaient quelque chose à valoriser. Il y a plein de gens, certes, qui n'avaient pas les connaissances, en leur expliquant un petit peu, ils se sentent de le faire, ça il y a une partie, mais il y en a quand même une grosse partie qui ne veut pas le faire. Qui ne veut pas faire, soit parce que c'est une succession, soit parce que c'est des personnes âgées, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Et même s'ils savent qu'ils peuvent gagner plus, ils n'ont pas envie de se lancer dans l'urbanisme et tout, ce que je peux comprendre. Parce que certes, il y a des tutos, mais il y a toujours des freins et des points bloquants qu'on ne voit pas arriver avec l'urbanisme et qui peuvent faire capoter un projet. Donc, je comprends aussi. Et donc, face dans ces cas-là, nous, la seule solution qu'on a, c'est d'acheter le bien. On leur achète. Et ensuite, nous, on part toujours des prix de revente. À partir des prix de revente, on additionne, on met les travaux, les charges, les frais bancaires, notre marge forcément mini, de toute façon qui est demandée par la banque. Et à la fin, ça fait remonter sur un prix d'achat possible. Ouais. Hein, on part des prix de vente et on remonte au prix d'achat. Et quand on arrive au prix d'achat, on leur propose un prix qui est quand même bien en dessous de ce qu'ils attendaient, très souvent. Parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel de terrain constructible, par exemple, ou qu'il y a un potentiel de division dans leur immeuble. Mais quand on leur propose un prix, vu qu'on a nos marges et les frais bancaires, surtout ça, qui pèsent lourd, comme on a dit, parce qu'il faut prendre 2 ans de frais, on leur a vraiment découpé leur prix, quoi. Et on est arrivé sur ce compte-là avec Xavier, où à chaque fois, on allait voir des personnes qui étaient très bien. Nous, on est très axés sur l'humain, et j'ai des valeurs, on essaie d'avoir vraiment des valeurs importantes. Mes parents, ils m'ont toujours éduqué là-dedans, et on était obligé de négocier des prix à des vendeurs, notamment des personnes âgées, beaucoup plus bas que ce qu'ils voulaient, parce qu'on a des frais bancaires et une marge à faire. Alors la marge limite, mais ok, les frais bancaires, 2 ans, surtout que des fois on ne les fait pas. Donc on a essayé de trouver une solution sur comment on pouvait faire pour accompagner ces particuliers-là sans en descendre. Et donc c'est arrivé de là, de connaissances qu'on avait, parce que ça a toujours commencé avec des gens qu'on côtoie, qui souhaitaient revendre une maison. Il y avait là 2 terrains constructibles. Donc ils savaient qu'il y avait ce potentiel-là, mais pareil, là, 2 terrains plus compliqués. Parce que là, ou permis d'aménager, ou 2 accès séparés, bon, il y avait pas mal d'études à faire. Et donc en discutant, on leur a dit que nous, on pouvait les aider, et donc les aider à diviser, à s'occuper de tout, et même à avancer les frais. Et ensuite qu'on se rémunérait uniquement à la sortie, sur la vente. Donc ils n'avaient rien à investir, rien à s'occuper, et on pouvait surtout... en fait, on est vraiment à côté d'eux. On est à côté d'eux, ils se reposent sur notre épaule tout le long du projet, ils s'occupent de rien du tout, que ce soit en tout cas sans nous consulter, que ce soit les agents immobiliers à la revente, que ce soit les notaires, que ce soit toute la partie. Nous, on supervise tout, quoi. Et eux, ça leur permet d'avoir une gestion simple et ensuite de gagner beaucoup plus à la revente. Et comment vous contractualisez ça avec eux? Donc on a vu des avocats. On a rédigé un contrat avec un avocat, ensuite on l'a revu avec un autre, pour être sûr qu'on ait quelque chose d'engageant et qui respecte les 2 parties. Parce que c'est pas évident, il y a plein de questions qui se posent. Si une fois qu'on a divisé, ils souhaitent vendre de leur côté, comment ça marche? Ça pourrait arriver une fois qu'ils finalement, si finalement ils sont pas contents de quelque chose, ou si au contraire, comment on peut faire si on arrive à diviser quelque chose de plus. Donc on a tout ficelé ça dans le contrat. Ça nous a pris pas mal de temps. J'imagine. Ça nous a pris pas mal de temps parce que dans le principe, ça a la vertu, ça permet de poser ton idée, de bien la construire, de la faire triturer par des spécialistes avec une vision juridique qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de traiter dans le quotidien. Et ça nous a pris pas mal de temps à bien mettre en œuvre
s'assurer à tous les niveaux, parce que ça a des impacts comptabilité, ça a des impacts assurance, ça a des impacts juridiques, et donc il fallait tout bien combiner, faire intervenir un peu tous ces conseils. Et ça nous a pris du temps, un peu d'énergie à bien clarifier, et c'était nécessaire pour que l'engagement qu'on prend nous au titre de la société, l'engagement des vendeurs soit bien étayé, qu'on définisse des clauses de sortie, qu'on stipule bien tout ce que nous on prévoit de faire, ce qui est contractualisé, comment on est rémunéré, à quelle période dans le temps. Donc tout ça, oui, ça nous a pris pas mal de temps. Mais c'était nécessaire. J'imagine que c'est quelque chose qui va évoluer, parce qu'il y a peut-être des choses, vous avez essayé de penser à tout, mais il y a peut-être des choses qui... Ça a forcément évolué, d'autant plus que nous, dans notre mode d'approche, on est quand même dans une logique où c'est du service qu'on apporte. Et dans du service, on se doit d'être assez malléable. Donc on le voit plutôt comme du service à la carte. Donc en fonction d'un projet, tout projet est unique et nécessite d'être adapté. Donc même le contrat, on a prévu des clauses dans le contrat qui nous permettent d'être adaptés pour qui colle bien à la réalité du projet qu'on va mener. Et vous n'avez pas du coup d'engagement de résultat, c'est plutôt de moyens au final, mais c'est vous qui avancez les frais, donc finalement votre engagement il est quand même... C'est la différence par rapport à une personne qui va juste faire de l'accompagnement. C'est que nous, dans notre façon vous ne facturez pas du conseil, vous exécutez. Alors on facture les deux, on facture les... on paye les artisans et tous les prestataires qui interviennent au titre du projet, qui sont pris en charge dans notre prestation. Donc tout le monde, géomètre, diagnostiqueur, s'il y a des artisans, paysagistes, pas etc. Donc du coup, c'est que je comprends bien, la facture est à leur nom, mais c'est vous qui faites l'avance. C'est ça, sous forme de débours. Et donc après, le reste du montant de la prestation est payé sur honoraire. Donc c'est un mix des deux. Et après, il y a un gros travail également dans ce qu'on sous-estime finalement dans le temps passé et dans la valeur apportée. C'est tout l'accompagnement dans le déroulé, parce qu'il y a la mise en place du projet. Ça, c'est une première étape. Et après, une fois que tu as mis en place ta copro, que tu as mis en place tes travaux, que tu as réglé tout ça, il y a quand même la revente. Et la revente, la vente des lots par le biais des particuliers, ça reste une expérience où les gens, même s'ils sont accompagnés par des agents immobiliers, ils sont seuls face à un agent immobilier et donc ils aiment bien avoir un avis secondaire. Et là, pour le coup, on est 100% aligné avec leurs besoins. Plus ils vendent cher, nous on est au pourcentage, donc plus ils vendent cher, plus on gagne. Et on n'est pas contraint comme un agent immobilier d'être dans un équilibre de balance entre un vendeur et un acquéreur. Tout à fait. Nous, on est 100% dans l'accompagnement du vendeur pour lui apporter une lecture et puis des fois débloquer des validations d'offres. Il y a des gens qui n'osent pas valider l'offre et disent non, là, il faut peut-être faire un effort sur le prix, ou à contrario, là, vous pouvez aller essayer de gratter une contre-offre et aller chercher un petit peu plus. Donc toute cette stratégie de suivi, ça c'est un vrai conseil. Pour les particuliers, c'est énorme. Qu'on applique nous sur nos projets, c'est vrai que nos propres projets, puis c'est agréable à vivre, même avec les particuliers. Il y a une confiance qui s'établit, qui se suit sur le déroulé du projet, c'est très chouette. D'où le terme de Valétique. Valétique, c'est le nom de votre boîte, effectivement. Valorisation éthique. Il y a un site qu'on mettra évidemment en description de l'épisode, mais il y a un site sur lequel vous présentez effectivement un petit peu vos services. Concrètement, vous avez déjà mis en application avec l'exemple. Donc on l'a fait avec une division parcellaire double, donc quand même un projet. Sachant que là, c'était parti sur une simple division parcellaire. Les particuliers, c'était une personne âgée. Nous, ça nous embêtait d'engager une baisse de prix pour faire un projet de marchand de biens. Donc, on avait vraiment rapidement orienté sur cette approche de prestation. Et eux, ils s'attendaient à vendre la maison, vendre un terrain. Il y avait un grand terrain de 3000 m². Et ils pensaient vendre un terrain parce qu'à côté de ça, il y avait une départementale, des contraintes d'urbanisme fortes. Il fallait 25 mètres de distance de la départementale pour poser la maison. Vraiment assez complexe d'un point de vue urbanisme. Et là, en se rapprochant, nous, de la mairie, Fabien en contactant l'urbaniste de la mairie, en travaillant les règles, on a réussi à développer 2 terrains en sortie, ce qui a amélioré encore un step supplémentaire le projet. Et aujourd'hui, la maison est vendue, les terrains sont sous promesse, vont être réitérés là dans 2 mois. Et donc, permet quand même aux vendeurs de bénéficier d'une plus-value de l'ordre de 50 000 euros, je pense, par rapport à ce qui avait été estimé. Sur 300 000 euros. Sur 300 000 euros, là, ils gagnent 350 net vendeurs. C'est cool. Quand même vraiment bien. Et puis, ils ont été vraiment satisfaits de tout l'accompagnement. Ils nous ont invités 2 fois au resto pour nous dire...
on s'est occupé de rien, on gagne 50 000 euros, c'est trop bien quoi. Et sur ces 50, ils vous doivent combien? C'est quoi votre modèle économique? Nous, c'est en dessus de ça. Ah, c'est en dessus de ça, eux, d'accord. ils gagnent 350 Donc eux, c'est dans leur 50 poche. net. Net. Ok, cool. Et nous, on se rémunère sur le prix de vente de chaque lot. Ok. Donc on était à combien Dans autour de 8 ou 10%. 8 ou 10% de la commercialisation, Voilà. et ça varie selon le type de bien. Surtout de ce qu'on met comme effort en termes de débours. Quoi. D'accord. En fait, ce qu'on explique quand on est en contact avec les agents immobiliers, qu'on analyse un projet, qu'on leur explique le concept, on leur dit partez sur 10%. Vous considérez que l'intervention va coûter 10% du net vendeur, hors frais d'agence, incluant dans ces 10% les frais que nous, on va engager au titre de l'opération. Donc ils vont être après déduits de la marge. Voilà, exactement. Après, forcément, entre un projet où on va faire une division parcellaire où il y a de l'accompagnement mais peu de débours à mener versus un projet où on va faire plus de travaux sur les communs dans une mise en copropriété, le débours peut passer de 10 000 à 30 000 euros. Oui. Donc il y a un gros gap. Oui. Donc forcément, ces 10%, c'est comme je disais, c'est à la carte, ça s'adapte. Et plus vous avancez, plus vous prenez de risques, donc plus vous gagnez à la sortie pour vous couvrir votre risque. C'est ça. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout qu'il faut l'adapter au cas par cas. Et puis si on a un projet à 800 000 euros en revente, on n'aura pas la même position qu'un projet à 300. C'est donc on va ajuster en fonction, c'est du cas par cas. Mais l'idée, c'est surtout d'apporter une solution aux vendeurs, financer l'intervention, les accompagner avec les agents immobiliers, parce que c'est pas nous, on n'est pas agents immobiliers, donc on ne va pas se substituer à eux, on vient en complémentarité, et c'est au moment où ils vendent qu'ils nous rémunèrent, et donc c'est dans l'esprit de donner pour recevoir, et d'être plus dans une approche collective, esprit d'équipe, qu'une approche centrée sur soi, comme un marchand de biens classique, qui achète et qui après gère. Voilà, l'idée était plutôt d'être dans une approche d'accompagnement. Pour beaucoup de sourcing, moi je passe beaucoup de temps à appeler les agences, à faire des analyses, on voit beaucoup de projets qui sont viables techniquement, qui ont un sens parce que le projet en sortie, il s'adapte bien pour la revente. Il y a un petit immeuble, tu vas avoir des appartements loués, ça va s'adapter à des investisseurs locatifs. Tu as des appartements vides, grande superficie, c'est bien pour de la RP. Donc il y a des projets souvent qui sont très viables, qui ont du sens et qui ne fonctionnent pas parce que nous, en tant que marchands, si on veut rentrer sur le projet, forcément, le prix qu'on va en proposer, il est rédhibitoire. Ou alors, on va retirer de la marge aux particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le mode opératoire, ça nous gêne. Et donc, plutôt que de retirer sur du net vendeur... Parce qu'on gagne au plus faible, quoi. Voilà. En fait, on gagne sur les plus faibles. Si quelqu'un qui a des compétences, qui a un gros patrimoine, il va nous dire non. Par contre, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui est prêt à la gorge, qui a besoin de vendre, une succession, une mamie, là, comme on aime tous les grands... Et qui, eux, on va réussir à leur faire baisser le prix. Ou qui n'a pas envie de s'emmerder aussi, parce que c'est pas son sujet. Ceux-là, à la limite, s'ils acceptent le marchand... Moi, je veux vendre mon terrain pas cher. Pourtant, je connais le truc, mais j'ai pas envie. Oui, voilà, c'est ça. Mais toi, j'aurais moins de scrupules. Mais si tu veux faire un peu d'éthique dans le marchand et dans l'immobilier, c'est un domaine où il faut sortir des idées. Pardon, je t'ai coupé. Et donc c'est vrai que dans cette approche-là, on préfère proposer l'accompagnement en première approche. Au moins, on partage le projet, on partage les net vendeurs cibles, qui sont souvent issus de ce que nous donnent les agents immobiliers. C'est pas nous qui les inventons, mais en tout cas, on présente le projet au client. Si le client ne le veut pas parce qu'il veut vendre vite, après, on peut lui faire une proposition en tant que marchand. Mais au moins, on a cette première approche qui est plus donnant-donnant et qui est plus équilibrée avec nos valeurs personnelles. Votre fonctionnement, ça fait écho un peu, et peut-être que vous allez trouver la comparaison malhabile, mais à la sous-location. C'est-à-dire que vous n'investissez pas, vous sortez pas vos deniers et vous prenez une partie de la marge. Ce qui est un peu le principe de la sous-location dans le mode d'investissement locatif. Je ne vais pas investir parce que ça ne m'immobilise pas des fonds. Par contre, je vais générer de l'usufruit grâce à un bien qui ne m'appartient pas. Exactement. Et là, c'est un peu pareil finalement. J'utilise le patrimoine de quelqu'un qui, lui, a l'argent à l'intérieur. Moi, j'arrive et finalement, c'est que du service et je profite un peu de cet usufruit avec lui. Enfin, je profite, c'est pas au sens péjoratif évidemment. Et voilà, ça me fait écho un peu à ça, quoi. Je trouve que c'est un peu le parallèle. La différence, c'est que celui qui fait de la sous-location,
il gagne à court terme, mais il capitalise rien Oui. par rapport au propriétaire bailleur qui, Oui. lui, fait son entra. Et donc, je trouve que faire de la sous-location, ça peut être bien pour démarrer, mais c'est quand même une vision à long terme qui, Oui. voilà, c'est moins intéressant. Alors que là, on reste marchand-marchand. C'est-à-dire que, Oui, tout à fait. tu vois, on n'allait pas acheter la maison pour la garder en locatif et donc finalement capitaliser sur le long terme versus gagner un petit peu en prestation. Là, c'était soit gagner pas mal en marchand ou, alors c'est vrai, un peu moins. C'est-à-dire une prestation nous fait gagner mathématiquement moins qu'une opération de marchand parce que les frais bancaires, quand on arrive à être bon, on arrive à en payer que la moitié. Et donc, notre marge plus les frais bancaires qu'on arrive à ne pas payer, c'est plus que ce qu'on gagne en prestation. Par contre, c'est vrai aussi, c'est un petit peu moins il y a moins de dossiers bancaires, mais il y a plus d'accompagnement. Donc, en termes de temps passé, là on en a refait une dernièrement sur une petite commune proche de Toulouse. En temps passé, je passe autant de temps que si j'avais fait le projet en marchand de biens. Donc c'est moins mis rentable. la partie financement, effectivement, qui va être... C'est moins rentable pour nous, c'est sûr. Mais voilà. Oui, mais vous pouvez faire plus de volume parce que vous n'avez pas cette complexité bancaire, c'est fonds propres à mobiliser, etc. Exactement. C'est un peu, quand je faisais la comparaison, c'est un peu si on prend dans une boîte, c'est en fait... quand tu es marchand, tu gères les CAPEX et l'OPEX parce que du coup tu vas vraiment investir ton pognon, etc. Alors que là c'est du pur OPEX, donc du coup tu n'as jamais à investir trop et au final tu peux générer quand même du flux de business. Mais tu as quand même la différence pour moi profonde, c'est que tu as besoin d'avoir une relation de confiance avec tes vendeurs. Oui, on a des projets, complètement. On a des projets c'est encore plus relationnel. Là. Ouais, exactement, où finalement on discute avec l'agent immobilier qui est souvent notre apporteur d'affaires. Quand on parle un petit peu des vendeurs, ils nous expliquent, les gars essaient de lui faire à l'envers, dire ça, nous, on va pas y aller. Il faut vraiment qu'on ait une confiance qui s'installe. Autant eux pour nous déléguer quelque part la mise en valeur de leur bien pour une revente, que nous, dans le principe de dire, on avance des frais et on est en confiance que quand ils vont toucher l'argent, ils vont nous payer ce qu'ils nous doivent. Qui vous paye ? Les vendeurs. Les vendeurs. Il y a un risque supplémentaire. Il y a un risque supplémentaire, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas le notaire, au même titre qu'une agence immobilière, qui va prélever les honoraires. Non, c'est tellement régi ça en France, le notaire peut payer que sous la loi Hoguet. C'est ça. Vraiment, donc ça, non, c'est pas le modèle qu'on a pris. Donc nous, on est payé par les vendeurs. Ok, à quel moment ? Quand ils touchent l'argent, à la réitération. Ils ont combien de temps pour vous payer contractuellement ? On est un mois. C'est à date de la réitération de chaque lot. Si on est, admettons, sur 10% pour le faire simple, ils vont un lot de 10 000 à 10 000 euros. Un mois après, il faut qu'ils nous aient envoyé les 10 000 euros, les 10% correspondants. Est-ce que vous pensez que dans un monde idéal, il pourrait y avoir un système qui permettrait justement chez le notaire d'avoir une somme séquestrée pour des partenaires, des intermédiaires qui viendraient mais qui seraient hors loi Hoguet, hors banque, hors hypothèque ? Je pense, si on fait un acte notarié pour encadrer la prestation. On y avait réfléchi avec la juriste qui nous a encadrés. C'était une solution. Ça nous a paru assez contraignant pour les vendeurs de les forcer à aller chez le notaire pour signer le contrat d'accompagnement. Donc on a préféré rester sur une convention qu'on maîtrisait à notre niveau. Mais dans un monde idéal, on pourrait s'imaginer pouvoir adapter. C'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant. Mais après, notre contrat, nous ont proposé de le faire justement déjà signer chez le notaire. Oui, c'est un peu plus engageant. C'est sûr. Et puis par rapport aux personnes, ils se sentent aussi un peu plus engagés. Après, il y a quand même un contrat, il est très clair, il signe, il y a des garanties. Et donc après, voilà. Mais comme tu dis, dès qu'il y a, il y a toujours un risque. Au-delà de récupérer l'argent dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est la charge mentale que ça peut générer quand quelqu'un ne te paye pas. C'est exactement ça. C'est courir après les relances. Après, là, les deux qu'on a fait, ils sont très satisfaits, donc il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Oui, mais nous aussi, on est très satisfaits après qui ont cours parce qu'ils sont en vacances, parce que parce qu'ils sont pas le temps, il y a toujours une excuse. Donc c'est assez usant. Après, et puis, c'est pas les mêmes sommes. Nous, on gère des tickets bien plus bas que les vôtres, mais. Tu vois, là, ça peut être des grosses sommes quand même. Non, mais c'est vrai que dans votre modèle d'Artae, dans l'accompagnement clé en main, c'est le client qui paye. C'est le client qui paye, donc tu es tributaire aussi d'aller chercher les factures. Tout à fait. Mais en général, il n'y a pas de souci. Mais quand tu en as un ou deux, c'est toujours celui qui t'empêche de dormir. C'est sûr. C'est le 81 ans. Heureusement, nous, c'est pas 81, mais c'est un peu plus en notre faveur, encore plus. Mais bon, franchement, c'est vrai que. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Tout ce qui était contrat, engagement et que toutes les parties
soient respectés. C'est un vrai sujet aussi. Et qu'on respecte la loi aussi sur tous les aspects, que ce soit côté comptabilité, côté tout. Donc il y avait un vrai sujet. On a fait travailler nos partenaires ensemble pendant un moment, des réunions tripartites qui ont pris du temps. Et ensuite, le côté assurance aussi. Parce que c'est une activité de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il faut il faut prendre les bonnes assurances, les bonnes choses, parce que s'il se passe quelque chose, forcément, nous on est professionnels et on a aidé un particulier. Bah oui, donc, si tu dis au mec il faut diviser la maison en deux, tu mets un gros coup de disqueuse sur le mur comme ça et puis tu vas vendre plus cher. C'est ça. C'est sûr que le conseil. Et qu'après elle tombe. Il va nous dire c'était quoi votre idée de disquer la maison c'est ça. Et sur un projet, par exemple, si je prends un projet de division de bâti, donc on va dire je suis propriétaire d'un immeuble. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 2 gros appartements, je peux en faire 8, mais je n'ai pas les connaissances, etc. Je fais appel à vous. Vous allez gérer vraiment quoi en détail? Parce que ça, c'est un projet qui peut durer 1 an. Quoi. Alors celui-là, après ça, il est compliqué. Celui-là, après ça, ce sera plutôt du plateau. Voilà. Ouais. Il faut mais vous allez quand même gérer c'est-à-dire que le mec qui va venir faire les SAD, toute la division des réseaux, tout ça, c'est vous qui allez les gérer. Okay, donc là, ça nécessite d'avancer beaucoup de frais parce qu'il faut payer le plaquiste, il faut payer un électricien. C'est pour ça qu'on se limite sur un projet comme celui-là, par rapport aux avances de frais à mettre en œuvre, on serait plutôt sur de la division, les SADD, créer les plateaux pour que les investisseurs ils achètent des lots viabilisés dans une copro avec un TM mis en place, avec règlement de copro prêt à emploi. Des communs adaptés, une toiture adaptée, et nous on gérerait la partie viabilisation, SADD, amener les évacs, faire les concessionnaires. C'est un gros billet. C'est un gros billet. Mais c'est pour ça que tu vois, il faut que le projet en vaille le coup là. Le coup. Maintenant, c'est des projets, on en a étudié. Alors après, ça va pas au bout, soit par rapport à l'adhésion des vendeurs, soit par rapport à notre appétence, où des fois on les sent pas, comme vous disiez, on émet des réserves. Mais pourquoi pas? De toute façon, les projets qu'on souhaite mener au travers de Valétic, c'est une niche dans le marché immobilier. On peut pas, tous les projets s'y adaptent pas. Tous les vendeurs ne s'adaptent pas à ce qu'on propose. Donc on est plutôt sur quelque chose de plutôt très niche, sur lequel nous on se positionne pour accompagner une succession, où on sait que les gens, des fois ils héritent, ils n'ont pas les connaissances, la maîtrise immobilière du bien qu'ils héritent. Ils sont même pas dans la région parfois. Ils sont pas dans la région, ils ont le souhait de vendre. Vite. Et souvent vite. Ils ont des fois des frais de succession à couvrir. Finalement, une approche qu'on apporte peut permettre, par le biais de Valétic, de rapidement vendre un lot pour libérer les frais de succession parce qu'ils sont pris à la gorge. On vend un lot plus rapidement, ça laisse le temps de travailler les autres lots. La prestation, l'avantage qu'elle a sur des projets de bâti, c'est que dans une pré-commercialisation, ça peut aller très vite. On peut très rapidement dire l'appartement, par rapport à la superficie théorique, il va représenter 200 tantièmes, donc on le lance en commercialisation et derrière on débloque. Donc on sait qu'on est sur un marché de niche où les vendeurs sur de la succession, les vendeurs qui veulent être accompagnés, qui sont ouverts à l'idée, ou ceux qui n'ont pas envie d'être accompagnés mais qui veulent quand même bénéficier du prix réel marché vaut leur bien sans avoir la complexité à gérer. Là on peut apporter un accompagnement qui fait sens. Ouais, très clair, franchement. Comment vous les trouvez vos clients aujourd'hui? Enfin, c'est quoi vos moyens de communication ou ce que vous avez prévu? Alors forcément, c'est du sourcing par le biais des apporteurs d'affaires, type agent immobilier, type notaire, type CGP aussi. On peut proposer les 2 cartes à chaque fois, marchand ou prestation. À chaque fois, on peut proposer les 2. C'est l'avantage. Oui, en fait, c'est aussi votre sourcing marchand qui génère, des leads tout à fait sur de l'approche Valétic. Après, c'est essentiellement de l'agent immobilier parce que c'est eux qui sont au contact des vendeurs qui sont dans un projet de revente. Et puis les agents immobiliers peuvent y tirer aussi leur propre intérêt parce que déjà en vendant séparément plusieurs appartements sur un bâti, par le jeu des barèmes, ils vont faire plus de marge. Bien sûr. On avait simulé, je crois qu'on est entre 30 et 50% de plus de marge pour les agents immobiliers. Et puis moins risqué parce que c'est pas un seul bloc, c'est plusieurs. C'est moins risqué. Tu adaptes ta clientèle cible au bien que tu as à la vente. Parce que quand tu as un immeuble, à un moment, c'est un investisseur ou un marchand.
Par contre, quand tu as un appartement, ça peut être de l'RP, ça peut être... ouais, et puis c'est plus accessible, tu as plus de monde, tu as Exactement. beaucoup plus de monde. Bien plus de gens. Et donc beaucoup, c'est des agents immobiliers. Et puis bon, après, on leur apporte aussi... c'est là notre côté un peu ingénieur structuré. Quand on leur met en vente un appartement, ils ont toutes les règles de copropriété, les tantièmes, les frais prévus. On anticipe toutes les questions. On peut leur faire des visuels, faire intervenir des archis d'intérieur pour faire des visuels pour aider à la commercialisation, des devis d'artisans engageants. Donc en fait, l'agent immobilier, nous, le but, c'est d'être complémentaire à sa vente pour lui apporter un maximum de services pour vendre plus facilement. Parce que ce service qu'on lui apporte, pour notre vendeur, il vend plus vite et c'est là où on apporte notre valeur ajoutée. Donc le sourcing premier, c'est les agents immobiliers, les notaires pour des successions, des CGP s'ils ont, mais là la maille est quand même beaucoup plus fine, s'ils ont des clients qui ont du patrimoine, qui veulent vendre et qui veulent être accompagnés pour vendre mieux. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose que j'ai peut-être oublié, que vous aimeriez partager? Non, je pense qu'on a fait globalement le tour. Ouais. On va expliquer. Faut qu'on voit, il est où ton terrain? Je vais vous le dire en off. Il est trop connu sur le marché déjà. Ok, merci en tout cas pour ça. Je trouve ça très intéressant comme fonctionnement. Je pense que ça peut aider effectivement beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout de cet univers-là, ou ceux qui sont de cet univers, comme on le disait, mais qui n'ont pas le temps justement de s'en occuper et qui n'ont pas l'envie aussi des fois. C'est aussi ça. On va pouvoir vous contacter sur valetic.com. Tout à fait. Yes. Voilà. VALE. Je ferai un petit retour d'ailleurs sur le, je ferai un petit retour sur le site, les balises title, le SEO, tout ça, parce que top. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs à optimiser. Oui, je me doute, on l'a lancé. Et valetic.com, donc n'hésitez pas à les contacter, en tout cas à Fabien et à Xavier. C'est qui répond au message? On n'a pas défini encore. Ouais. Bon, ce sera Fabien. Ce sera Xavier. Okay. Ça marche. Bon, merci à vous deux. Je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas pour cette aventure entrepreneuriale. À deux, c'est toujours plus intéressant aussi. Oui. Et surtout quand ça va pas. Je confirme. Ouais, et quand ça va aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est cool. Je confirme. Ouais. Merci et à très bientôt. Merci, à toi, Julien. Ciao. Salut.